Alors Cyril, vous venez de voir ce sondage, les réponses de ce sondage. On a vu les réponses, elles évoluent encore, mais on l'a quand même figé à un moment donné. Petit espoir avec le Covid, mais quel est vous, en tant qu'économiste, votre feedback par rapport à ça? Qu'est-ce que vous repensez de cette réponse des investisseurs qui nous suivent, investisseurs clients? Oui, alors on a une réponse claire sur, de mémoire, 65% de nos clients qui sont plus inquiets sur l'inflation. Ouais. Je veux aussi relier avec la première question qu'on a posée au tout début, où on avait à peu près 55% de personnes qui sont un peu plus inquiets, un peu plus, on va dire, conservateurs en ce début d'année, par rapport à 45% qui sont plutôt positifs, plutôt positionnement de risque. Et on va dire quelque part, c'est pas une grande surprise. Ça fait à peu près 5 ans qu'on commence l'année avec des inquiétudes. On avait eu 2019 des inquiétudes de récession. 2020, on a eu le Covid. 2021, on avait toujours les incertitudes liées au Covid. Et là, 2022, on a des marchés qui ont bien rebondi depuis 18 mois avec des grosses performances. On commence à sentir que les banques centrales veulent faire quelque chose, veulent augmenter les taux. On a des taux d'inflation qui sont à des niveaux jamais vus depuis 30, 40, 50 ans selon les pays. Donc des inquiétudes qui sont justifiées, mais c'est souvent quand il y a beaucoup d'inquiétudes qu'il faut se dire que les marchés ont souvent anticipé ces inquiétudes d'une manière ou d'une autre dans les prix des actifs. J'aime rappeler qu'il est très rare de voir les marchés, on va dire, potentiellement se retourner de façon sérieuse quand tout le monde a déjà le même avis. En 2007-2008, 99-2000 par exemple, même en 87, ou en 89 au Japon, en fait, il était rare de voir des investisseurs tous, on va dire en moyenne, un peu plus conservateurs avant que les marchés se retournent. Donc, un peu un indice contrariant ici, de mon point de vue. Alors, on va parler maintenant de ces fameuses recommandations pour essayer de voir avec nos clients investisseurs. Je le rappelle que dans la dernière partie de cette émission, ils auront la possibilité de poser des questions. Donc, je peux peut-être le dire maintenant. Si vous avez des questions, notez-les aussi. Vous pourrez les encoder tout à l'heure. On y répondra en live à ces différentes questions. Alors, 5 recommandations que vous allez formuler pour 2022. La première, si j'ai bien compris, ça concerne l'arrivée ou pas au sommet. Et donc, vous partez du principe que le rythme de la croissance qui a probablement atteint son apogée, c'est ça en fait, votre première recommandation. C'est on arrive à son apogée, que faut-il faire? Comment voyez-vous cette recommandation? Alors tout à fait, on arrive à l'apogée, comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut de la flèche orange, ici au milieu, on arrive à l'apogée des taux de croissance, par exemple, en comparaison annuelle. Par contre, ce qui se passe, c'est que maintenant, on rentre dans une phase, donc peut-être la deuxième phase du cycle, après une première phase de fort rebond, une deuxième phase, qu'on va dire, de phase moyenne du cycle, où on a toujours un niveau de croissance qui va continuer à s'élever. Et là, on a plusieurs éléments qui sont importants pour soutenir la demande. Par exemple, on l'avait vu par exemple dans tous les pays l'année dernière, avec les réponses, en 2020, avec les réponses des gouvernements, une forte hausse du taux d'épargne des ménages. En Belgique, de mémoire, c'était de 25-30%. Là, on est revenu à un niveau d'à peu près 14%. Donc, on voit que cet impact, ça a eu un fort impact sur la croissance l'année dernière. Donc, il reste encore, on va dire, un peu de jus du côté des ménages, avec des taux, on va dire, d'économie qui d'habitude, en termes d'épargne, étaient autour de 10-12%. On le voit aussi aux États-Unis, dans le reste de l'Europe. Il y a un potentiel pour que ces taux continuent à baisser un petit peu. En termes d'industrie, on voit aussi que l'utilisation des capacités de production ne sont pas encore revenus à des niveaux qu'on appellerait maximal ou on va dire optimal. Donc il y a encore une marge de manœuvre pour les entreprises de continuer, on va dire, à extraire plus de valeur et donc générer plus de profit. Analyse très intéressante, Cyril. Maintenant, si on regarde effectivement par rapport à nos clients investisseurs qui participent ce soir à ce webinaire, là, ça fait du sens, mais comment peuvent-ils traduire ça pour eux? Quelle implication votre analyse ici pourrait avoir pour les investisseurs clients qui nous regardent? Alors voilà, sur un portefeuille à court moyen terme, qui est un peu l'horizon dont on parle aujourd'hui, sur cette conviction-là, ça veut dire qu'on pense que les actions vont continuer à surperformer les obligations. On reparlera un peu plus tard de ce qu'on pense qui va se passer pour les obligations, mais c'est un environnement plutôt favorable aux actions. Un peu d'inflation ou un peu plus d'inflation que d'habitude, tant qu'il y a de la croissance, des taux d'intérêt peuvent monter, mais on parle de taux d'intérêt, comme on y reviendra plus tard, qui partent d'un niveau très très bas, et même s'ils remontaient un petit peu, ce ne serait pas une grande barrière pour les entreprises. On a vu ce que ça avait comme implication par rapport aux actions. Deuxième grande recommandation que vous formulez, redémarrage à la hausse. Autrement dit, la grande question est donc de savoir
quand les banques centrales augmenteront-elles ce fameux taux d'intérêt, parce que ça fait un petit temps qu'on en parle. Est-ce qu'il y a un momentum? Est-ce qu'ils réduiront aussi cet assouplissement quantitatif? Donc la question des taux d'intérêt, Cyril. Donc là, j'aime bien revenir un peu sur la base des taux d'intérêt et de leur utilité. Les taux d'intérêt, en gros, sont un taux, un outil que les banques centrales ont pour, en gros, rebalancer ou gérer les excès, les déséquilibres qui apparaissent dans l'économie. Donc lorsqu'on a une récession, on va baisser les taux pour stimuler la demande et l'investissement. Et inversement, lorsqu'on est sur des situations, on va dire, assez chaudes, avec une croissance qui est peut-être excessive ou des excès qui apparaissent. Là, il faut se dire qu'aujourd'hui, quels excès observe-t-on? La plupart des problèmes de l'inflation sont liés au Covid, sont liés à des problèmes de supply chain qui ne peuvent pas s'ajuster suffisamment vite avec une forte demande. Là déjà, comme on a vu, le taux d'épargne des ménages qui a baissé, on a eu une très forte reprise. On va rentrer dans une phase un peu plus normale, où donc on va avoir plus de temps pour que les déséquilibres qu'on a sur les supply chains se délient légèrement, ce qui va créer en gros une normalisation à la baisse des taux d'inflation. Donc ça, on pense que ce sera un driver qui va faire que les banques centrales ne vont pas forcément avoir besoin de beaucoup augmenter les taux. Le marché s'attend par exemple déjà à 1,3% de taux, disons, sur 12 mois, donc dans 12 mois aux États-Unis. On est à peu près à zéro. Et vous avez dit aux États-Unis, en Europe, à quoi peut-on s'attendre à ce niveau-là? En Europe, il n'y a quasiment pas d'attente en termes de hausse des taux. C'est clairement une dichotomie qu'il y a encore sur les marchés et c'est aussi notre avis. C'est ce qui pourrait d'ailleurs causer l'euro, créer un peu des pressions à la baisse sur l'euro par rapport à d'autres devises, comme le dollar, comme la livre sterling. C'est le fait qu'en Angleterre, par exemple, on a une hausse des taux au mois de décembre, aux États-Unis sûrement au mois de mars, avec peut-être quelques hausses cette année, mais nous ne pensons pas autant que le marché le pense. Pourquoi? On a toujours un environnement fragile. De reprise, on a toujours le Covid, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc la probabilité que les banques centrales prennent des grandes décisions et nous augmentent les taux très rapidement, pour moi, reste quand même assez faible. Alors justement, vous dites, ces taux vont bouger ou pas, vous l'avez expliqué ici, peu de chance, en tout cas en Europe, mais on sait très bien que l'influence des taux peut jouer sur les obligations, et donc à nouveau, pour les investisseurs clients qui nous regardent, quelles recommandations par rapport aux obligations? On a parlé tantôt des actions. Les obligations, vu qu'on sait qu'elles sont plus sensibles par rapport à un mouvement de taux. Alors, nous restons toujours sous-pondérés à court-moyen terme sur les obligations d'État et aussi les obligations d'entreprises de qualité. On a des rendements qui sont très faibles, surtout en Europe. Et par rapport aux taux, on a d'autres opportunités sur d'autres marchés obligataires. On y reviendra, que ce soit sur le marché émergent des gouvernements ou alors sur les marchés des hauts rendements en Asie. Donc, plus généralement, sous-pondéré sur les obligations. Après, il faut se dire, comme je disais, il y a déjà plusieurs hausses de taux qui sont anticipées par le marché. Donc, potentiellement, il y a déjà une bonne partie de négativité qui est prise en compte dans les prix des obligations. Donc, on peut ne pas s'attendre à une année forcément désastreuse pour les obligations d'État. Mais moins que les actions quand même, d'où notre biais action. Vous avez légèrement évoqué justement l'Asie, Oui. On en vient à cette troisième recommandation qu'on appelle les promesses de l'Orient. Alors on va trouver tout ça, le titre très magique. On a envie de penser aussi aux mille et une nuits. Une question très simple, quel est l'avis de Puy-Latko par rapport justement à la Chine et tout ce qui s'y passe en fait pour l'instant? Alors il se passe beaucoup de choses en Chine. Et d'ailleurs pour une petite anecdote, dans quelques jours commence le Nouvel An chinois. Donc c'est l'année du tigre de l'eau. Et la dernière fois que c'était ce signe-là, c'était en 1962. Et contrairement à maintenant, donc en 1962, donc il y avait eu la grande famine en Chine. Et Mao Zedong, qui suite à ça, avait du moins temporairement perdu le pouvoir. Et là, 60 ans plus tard, donc on a la Chine, comme on voit sur ce graphique-là, qui est en passe, ou on va dire d'ici peut-être 10-15 ans, de dépasser les États-Unis en termes de croissance. Et donc, on a un pays qui a beaucoup évolué. Et à la fin de l'année, nous allons avoir le 20e congrès du Parti communiste chinois avec le président Xi qui va potentiellement avoir un troisième mandat de 5 ans, avec un mandat qui est complètement, qui sera dans la continuité de ce qu'il a commencé à faire depuis 5 ans. Et ça, c'est un grand changement en Chine par rapport à ce qu'on avait connu dans les années 90-2000, qui est une concentration sur la stabilité, sur la qualité. Il faut repenser à la Chine comme
un pays d'1,5 milliard de personnes, une recherche de stabilité. Cet agenda de prospérité commune que le président Xi a mis en place il y a quelques années va continuer. Donc énormément de mesures pour stabiliser la Chine, pour éviter les excès, pour augmenter la qualité de la croissance. Et donc c'est ça bien le mot-clé, c'est de dire que cette forme de rééquilibrage va avoir un effet positif sur la croissance. C'est bien ça votre message? Exactement. Et puis un pays qui se concentre de plus en plus sur les produits à haute valeur ajoutée, alors que c'est un pays qui était auparavant un peu plus l'usine du monde sur des produits à basse valeur ajoutée. Donc ça va inciter les entreprises à plus d'innovation, ce qui va aussi du coup se dispatcher sur le reste de l'économie avec des effets de cascade. On retient effectivement que la Chine, ce grand marché, égale aussi de nombreuses opportunités. Quid de ces fameux high yield, quand on traduit littéralement, c'est les grands risques, entre guillemets aussi. Exactement. Donc, notre position sur les marchés donc, à haut rendement en Asia high yield, donc c'est à peu près 50% d'exposition à la Chine et notamment au marché immobilier. Et une des raisons principales pour lesquelles on pense que c'est une position qui va marcher, c'est une position déjà qui, en termes de valorisation, prend en compte des défauts des entreprises d'à peu près 30%. Donc on ne pense pas qu'il y aura 30% de ce segment du marché qui va faire faillite sur les 6-12 prochains mois. Donc déjà, on a un coussin en termes de valorisation, en termes de spread, comme on dit, qui on pense va permettre d'avoir un bon retour sur investissement. Ensuite, l'importance du marché immobilier pour la Chine, on a tendance à oublier, c'est 70% à peu près des fortunes des ménages, c'est 40% des revenus du gouvernement, c'est à peu près 30% du PIB de la Chine. Donc des chiffres très importants, des chiffres énormes. Donc pour risquer de déstabiliser ce segment, c'est très compliqué quand on voit l'agenda qu'ils ont en termes de stabilité justement et de prospérité commune, du fait de partager. Ce serait compliqué de créer beaucoup de volatilité sur ce segment du marché. Alors, quatrième conviction, recommandation aussi, on l'appelle la terre, notre maison. Bon, alors là, effectivement, on le voit, hein, on l'a vu aussi dans les rues avec les différentes manifestations. La quatrième conviction de l'année examine comment la nécessité de partager les gains, de la croissance et de rendre notre planète plus résiliente, de penser aussi à la génération future, tout ce sujet de durabilité. On en parlera pas mal tout à l'heure et dans le débat notamment aussi avec Marie Delvaux, mais c'est une conviction, la durabilité, l'impact. Pouvez-vous un peu nous donner quelques indices à ce sujet? Et d'ailleurs, la quatrième conviction et ensuite la cinquième conviction sont un peu liées en termes d'innovation, donc innovation et durabilité. Et je voulais juste parler de ça avec le contexte que dans la phase du cycle actuel, les biens à court terme, on va dire les plus faciles à réussir, on les a eus l'année dernière avec notre beau succès de 70% dont on parlait tout à l'heure. Mais là, on rentre dans une phase du cycle où potentiellement, il faut allonger l'horizon d'investissement et aussi se concentrer sur les thèmes de conviction. Et dans nos thèmes de conviction, le premier, justement, c'est bien d'investir, mais il faut aussi investir pour le monde d'une bonne façon. D'où cette notion de durabilité, cette notion d'investissement dans tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est vert. Et ce n'est pas que le climat aussi, ça touche aussi à tout ce qui est gouvernance, investir dans des entreprises qui veulent faire des bonnes choses, qui veulent bien gouverner. Et on reparlera plus tard sur l'impact que ça peut avoir sur les portefeuilles des clients. On voit ici sur ce graphique notamment la très forte hausse de l'investissement privé dans les dépenses d'infrastructure. On voit que les gouvernements n'ont pas encore, ou que cette ligne plutôt n'est pas encore à jour, mais on s'attend notamment avec les récentes mesures annoncées par l'Europe l'année dernière, avec le fameux EU Recovery Fund, à peu près 40% de ces dépenses qui vont s'étaler sur une bonne dizaine d'années touchent vraiment à l'infrastructure verte. Et comment vous voyez ce sujet d'impact sur le long terme? Comment vous devriez le positionner? C'est bien, vous avez expliqué ce grand plan européen qui lui a pas mal d'impact, l'infrastructure, le durable, mais comment vous voyez l'impact sur le long terme? Sur le long terme, on va dire que c'est un thème qui va toucher plusieurs secteurs et surtout ça touche toutes les entreprises, puisque ce n'est pas qu'une question de climat, d'émissions, c'est vraiment une question de gouvernance, d'impact sur la société, de vouloir améliorer les technologies pour qu'elles soient plus efficaces. Et donc ça ne touche pas que le segment des énergies renouvelables, que le segment du transport. Ce sera vraiment applicable à beaucoup d'autres industries. C'est aussi lié avec notre thème du numérique dont on a parlé depuis plusieurs années et dont on va parler sûrement dans quelques minutes. Et donc vous le dites, impact vraiment sur le long terme, toujours un sujet important, et aussi effectivement le fait que c'est présent dans tous les secteurs. Alors,
prochaine recommandation, et c'est un peu la dernière grande conviction, on revient sur ce Innovation Nation, et donc on revient un peu sur cet esprit innovation, technologie. Vous êtes encore un believer par rapport à la technologie, vous y croyez par rapport à son potentiel? Alors la technologie, bien sûr, la technologie, son potentiel, par contre, c'est pour ça que il était important pour moi de rappeler ce contexte, c'est pas du court terme. Les innovations, c'est sur plusieurs années, ça peut être sur les dizaines d'années, et entre le moment où une innovation apparaît et le moment où elle est adoptée, il va falloir que souvent le coût de cette innovation devienne suffisamment attractif pour que les consommateurs ou les entreprises s'en servent, que ce soit des produits ou des services. Donc ça prend du temps. Comme disait l'investisseur le fameux investisseur value Benjamin Graham, in the short term, à court terme, le marché est une machine à voter, à long terme, le marché est une machine à peser. Donc l'innovation, c'est vraiment du long terme, et ce qui est très important sur la période dans laquelle on entre, et ça soutient d'ailleurs aussi notre vision positive sur les marchés actions et sur l'économie à long terme, comme on voit sur ce graphique, c'est l'augmentation de productivité qui va se passer, et surtout sur plusieurs secteurs. Plusieurs secteurs, mais un impact mondial. Est-ce que vous pensez que l'innovation, cette Innovation Nation, va avoir un impact limité ou vraiment un impact mondial sur la croissance? C'est un impact mondial, notamment par l'avènement du digital, le développement de la robotique, l'intelligence artificielle et tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est transport. Ce ne sont pas des thèmes ou des technologies qui sont seulement applicables localement. Ce sont vraiment des technologies globales. Et on le voit aussi dans différents secteurs, dans le secteur pharmaceutique, avec par exemple le coût de tout ce qui est génome, qui a diminué de 90-95% depuis le début des années 2000, quand on a fait la première séquence. Donc on arrive à des points où les technologies sont utilisables et où ça va devenir des outils pour potentiellement résoudre des problèmes ou rendre des processus de production, par exemple, plus efficaces. Que signifient ces tendances pour le marché, en fait, hein? Comment vous voyez ça? Pour le marché, à court terme, souvent, ça ne signifie pas grand-chose parce que le marché, à court terme, comme je disais, va avoir d'autres considérations. Mais à long terme, ce sera très positif et surtout, il va y avoir de gros gagnants dans certains secteurs et il va y avoir des gros perdants. Donc, les entreprises qui ne sont pas prêtes à innover, prêtes à changer, à s'adapter, parce qu'on a tellement de changements et d'innovations qui vont arriver en même temps et qui en gros, convergent, comme on n'a peut-être pas eu depuis le début du XXe siècle avec, on va dire, avec l'électricité, l'automobile, etc., que les entreprises vont devoir s'adapter. Ceux qui ne s'adapteront pas, ou alors ceux qui ont déjà des problèmes actuellement, qui ont beaucoup de dettes, auront des soucis. Donc, se concentrer sur la qualité des entreprises, avoir des entreprises qui ont du pricing power, qui ont des bilans qui sont solides, avec peu de dettes, ça reste important. Nous ne pensons pas que c'est un cycle normal non plus du point de vue, parce qu'il y a de la croissance, il faut aller que sur les petites capitalisations. Non. Ok, un grand merci Cyril pour cet entretien, ces 5 convictions. On va vous retrouver dans quelques instants pour le débat. Je voudrais d'abord qu'on regarde un petit peu quels sont les takeaways avant de pouvoir effectivement parler avec Marie Delvaux de The Shift. Alors moi je retiendrai, je pense, 3 takeaways. D'abord on voit que l'économie continue à avancer, ça c'est la première leçon. On voit qu'effectivement ça redémarre. Il y a des actions à moyen et long terme. Et puis on a clairement parlé de ces sujets innovation et durabilité comme facteur créateur de valeur et sur lequel on peut miser. En tout cas, ce sont les convictions que notre boule de cristal ici nous a partagées. On se retrouve dans quelques instants pour justement recevoir Marie Delvaux. On parlera impact, on parlera de shift et on verra ce que ça peut avoir pour nous tous.